Bonjour à tous, il y a un point qu'il est très important de comprendre afin d'appréhender tout ce qui nous entoure. C'est à la fois tellement petit et tellement énorme, c'est l'atome. Vu l'ampleur et la complexité de la tâche, on va diviser ce thème en plusieurs vidéos. Tout d'abord, la première vidéo se fera sur l'historique de l'atome, tout ce cheminement qui nous a amené à ce qu'on connaît aujourd'hui. On va tout d'abord commencer par la définition de l'atome. L'atome, c'est la plus petite brique élémentaire qui compose notre monde. Que ce soit moi, vous, votre ordinateur, de votre petit doigt à l'Empire State Building, absolument tout est composé d'atomes. Et quand je dis petit, c'est vraiment pas un euphémisme. Un atome, c'est une taille de l'ordre de l'angstrom, c'est-à-dire 10 puissance moins 10 mètres. Si on veut appréhender un peu mieux cet ordre de grandeur, 10 moins 10 mètres, vous prenez un millimètre, vous divisez ce millimètre en 1 million de parties égales, ce millionième de millimètre, et bien vous le redivisez encore par 10 et vous avez votre taille de l'atome. Et oui, un atome c'est 1/10 de millionième de millimètre. Autant dire que vous ne pourrez pas le voir avec un simple microscope. L'idée d'atome ne date pas d'hier. En effet, tout au cours de l'histoire, beaucoup d'hypothèses ont été émises sur l'existence d'une brique élémentaire à notre monde. C'est notamment dès le 4e siècle avant Jésus-Christ que Démocrite émet l'hypothèse suivante. Alors imaginez, prenez un objet, vous le coupez en deux, vous prenez la moitié que vous coupez en deux, vous prenez le quart du coup que vous recoupez en deux, etc. indéfiniment. Au bout d'un moment, vous ne pourrez plus le couper en deux. C'est cette petite particule qui constitue notre monde. Démocrite l'appelle alors l'atome, c'est-à-dire atomos en grec, qui signifie insécable, ce qu'on ne peut pas couper. Mais malheureusement, à cette époque-là, Aristote avait une bien meilleure réputation et il n'était absolument pas d'accord avec tout ça. Pour lui, le monde était constitué de la quintessence, les 4 éléments eau, feu, terre, air, suivi de tout ce qui n'est pas eau, feu, terre ou air. Autant dire que maintenant, on sait que ce sont des gros bullshit. Malheureusement, les disciples de Démocrite et d'Aristote vont s'affronter pendant des siècles et des siècles avant qu'arrive John Dalton et sa théorie sur les atomes plus de 2000 ans plus tard. C'était au début du 19e siècle que John Dalton s'intéresse à ces briques élémentaires nommées atomes. Il propose donc son modèle atomique. Plusieurs briques élémentaires pouvant se combiner pour donner des atomes de composés. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des molécules. On parlait donc déjà de la notion d'atome au 19e siècle. Mais le modèle de John Dalton ne suffisait pas à tout expliquer. Par exemple, Dalton pensait que les gaz qui sont autour de nous, composés d'oxygène, d'hydrogène, etc., n'étaient en fait qu'un seul atome, notamment donc le dioxygène n'était qu'un seul atome d'oxygène. Mais il pensait également que plus le ratio pour combiner ces atomes était faible, plus il était facile à faire. Par exemple, il pensait donc que l'eau c'était seulement un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène, un ratio de 1 pour 1. Ça a vite été démenti par Gay-Lussac et von Humboldt dès 1805 qui ont prouvé que l'eau était composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Alors en 1897, Thomson va beaucoup faire avancer l'histoire de l'atome. Il réalise notamment une expérience avec une ampoule cathodique qui émet un rayon visible, qui l'entoure de 2 plaques chargées, l'une positivement, la cathode, et l'autre négativement, l'anode. Il va tout de suite voir que le rayon est légèrement dévié. Il va refaire cette expérience avec 2 aimants qu'il va placer de part et d'autre et voir à nouveau que le rayon va se dévier légèrement du côté positif de l'aimant. Et c'est ainsi que fut découvert le corpuscule. À ce moment-là, Thomson ne voulait absolument pas appeler sa particule l'électron. Il a donc conservé le nom de corpuscule pendant un bon moment. Il a pu déterminer que le corpuscule était une particule bien plus petite que l'atome et beaucoup plus légère, mais également qu'il était chargé car il déviait tout simplement toujours du côté positif. À ce moment-là, il avait déjà été démontré par Charles-Augustin Coulomb en 1785 que 2 charges opposées s'attiraient alors que 2 charges de même nature se repoussaient. Étant donné que les petites particules étaient plus attirées par le côté positif, forcément cette particule était chargée négativement. Et c'est sur ce principe qu'en 1907, Thomson dévoile son modèle atomique, le modèle du plum pudding. Avant tout, il faut savoir qu'un atome c'est neutre. Par exemple, on peut symboliser la stabilité de cet atome par une règle. L'une des extrémités correspond à la charge positive
et l'autre extrémité correspond à charge négative. Si on se met un peu trop du côté positif, on voit que la règle tombe. Si on se met un peu trop du côté négatif, eh ben elle tombe aussi. Mais par contre, si on se place exactement au centre, elle va être parfaitement stable et parfaitement plate. Alors maintenant qu'on sait que l'atome doit être neutre, qu'on sait que l'atome contient des électrons ou des corpuscules, donc il faut bien autant de charges positives pour contrebalancer. Alors le plum pudding à l'époque c'était un dessert, une sorte de gelée dans lequel baignaient plein de petits morceaux de prune. Et pour Thomson, ça correspond exactement à sa vision de l'atome. Donc la représentation de Thomson laisse en fait les électrons se balader librement au sein de cette grosse soupe de positivité. Mais ce modèle atomique ne va pas rester très longtemps. Il sera vite éclipsé par celui de son élève Rutherford suite à l'expérience de la feuille d'or. Alors Rutherford et la feuille d'or, je vous en parlerai plus tard. Pour simplifier, cette expérience, elle a permis de démontrer que l'atome était essentiellement composé de vide et que la charge positive était fortement localisée au centre de l'atome, avec tous les électrons qui bougent un peu autour. Donc ce modèle est appelé le modèle planétaire. Il représente en fait une grosse charge positive au centre, entourée de plein d'électrons qui bougent un peu partout, tout autour de cette charge positive, dans du vide. Ce modèle il va être repris 2 ans plus tard, en 1913, par Bohr, qui va présenter son modèle. Le modèle héliocentrique, c'est celui qu'on connaît le plus actuellement, avec les électrons qui orbitent autour du noyau. En 1919, Rutherford découvre qu'en envoyant des particules alpha, grâce à du radium qui en émet naturellement, sur des atomes d'azote, eh bien il s'échappe un élément très similaire à l'atome d'hydrogène. Cet élément très semblable à l'hydrogène donc ne pouvait venir que du noyau de l'azote. Pour en être sûr, Rutherford testa plusieurs expériences, toujours avec les mêmes résultats. Il devait donc se rendre à l'évidence, le noyau n'était pas qu'une simple masse positive, il s'agissait de plusieurs petites particules positives agglomérées. Ces particules, il les appela du grec premier, ce sont les protons. On sait donc à ce moment-là que l'atome il est composé d'électrons qui orbitent autour d'une masse positive. Cette masse positive, c'est le noyau. Mais grâce à Rutherford, on sait également que ce noyau il est composé de plusieurs autres particules, les protons. Mais il y a quelque chose qui ne colle absolument pas. On l'a vu tout à l'heure, les masses de nature opposée ont tendance à s'attirer, alors que les masses de nature identiques ont tendance à plutôt s'éloigner. Alors comment on peut dire que les protons qui sont tous de même nature peuvent coexister ensemble au sein du noyau, collés les uns aux autres? En 1930, les chercheurs Butt et Baker et le couple Joliot-Curie vont faire beaucoup d'expériences afin de vérifier la véracité de cette hypothèse. Mais ce n'est qu'en 1932 qu'un autre chercheur arrive à expliquer leurs résultats. Chadwick arrive à prouver l'existence d'une particule neutre au sein du noyau près des protons et dont la masse est très similaire à celle des protons. Il va d'ailleurs avoir un prix Nobel en 1935 pour ses recherches. On sait donc maintenant que l'atome est composé de 3 particules. Les électrons, les protons, mais il reste encore à nommer officiellement la 3e particule qui est neutre. Neutre, proton, électron, on va donc l'appeler le neutron. Voilà, maintenant on sait comment on est arrivé à notre atome aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je ferai un petit récapitulatif très rapide et on verra également quelques propriétés de l'atome ainsi que quelques bases dont vous aurez besoin pour les prochaines vidéos. D'ici là, moi je vous laisse, ciao! Et surtout n'oubliez pas, la chimie c'est la magie d'aujourd'hui.